Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Très bon début d'année 2023 à toutes et à tous. En ce début d'année, on parle d'histoire des États-Unis avec beaucoup de résonance contemporaine dans un instant. Je vous rappelle que vous retrouvez le podcast sur iTunes, YouTube, Deezer, Spotify, etc. partout où on peut s'abonner à des podcasts. Et sur le site parolehistoire.fr pour toutes les informations et les autres émissions. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Romain Huret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, spécialiste des États-Unis, et vous venez de publier Les millions de Monsieur Mellon, le capitalisme en procès aux États-Unis, aux éditions La Découverte. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'en plus c'est sur une période très intéressante, avec aussi beaucoup de résonance contemporaine, je pense qu'on en parlera. Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous dire qui était Mellon et de quoi parle ce livre. Alors Andrew Mellon, il est assez peu connu en France, même si tout le monde connaît sa silhouette, puisque Mellon a inspiré les créateurs du jeu Monopoly, les frères Parker, lorsqu'ils ont repris le Monopoly en 1935, au moment du procès d'ailleurs, et la petite silhouette d'Andrew Mellon a fini par arriver sur ce jeu que tout le monde connaît. Avec la fine moustache, le chapeau melon, etc. Et donc il incarne dans les années 30 un certain type de capitalisme qui a triomphé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle aux États-Unis. Et Mellon a été un des porteurs de la financiarisation du capitalisme aux États-Unis, puisque c'est un banquier, il a hérité de la banque paternelle, et il va faire fortune en créant quelque chose de tout à fait étonnant pour l'époque. Il refuse de se spécialiser dans un domaine particulier, mais il va créer un conglomérat de multiples investissements dans des domaines très très variés, du charbon à l'acier, en passant par l'aluminium, ou toute une série d'investissements dans le domaine des transports et d'autres secteurs productifs. Et donc il va s'enrichir très très vite en créant un empire Mellon, comme la presse l'appelle souvent, et il devient l'un des hommes les plus riches du monde après la Première Guerre mondiale. Mais ce qui devient très intéressant, c'est que Mellon, en plus, a été, après cette guerre, nommé au ministère des Finances par 3 présidents républicains de 1920 à 1931. Et donc, il va devenir l'un des hommes les plus puissants du monde, doté à la fois d'un gigantesque capital économique et d'un capital politique hors norme, puisqu'il va transformer le capitalisme dans les années 20 et aider aussi, et c'est important pour un lectorat français, aider à la reconstruction des économies européennes dans les années 20 en gérant toute une série de très grandes rencontres autour de la question des réparations en Europe et la question de la reconstruction des économies européennes. Donc en 1931-1932, c'est l'un des hommes les plus puissants du monde, doté de ce capital à la fois économique et politique. Le livre porte sur sa dégradation, sa chute en quelque sorte, qui coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle administration politique et d'un nouveau régime politique aux États-Unis que tout le monde connaît, le New Deal et l'élection de Franklin Delano Roosevelt en novembre 1932. Et à cette date, les services fiscaux s'intéressent beaucoup à l'une de ses dernières déclarations fiscales comme ministre des Finances qui date de 1931. Et les services ont l'impression qu'il y a eu toute une série de malversations dans cette déclaration. Et les New Dealers, Roosevelt en tête, vont décider d'aller jusqu'au bout d'une procédure pour clarifier les choses et faire payer à Mellon ce qu'ils considèrent être une fraude et lui demander de débourser 3 millions de dollars. 3 millions de dollars qui évidemment sont bien plus importants aujourd'hui qu'ils ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà une somme considérable. À l'époque, il faudrait sans doute multiplier par 10 ou 20 pour voir ce que ça représenterait. Absolument. C'est une somme qui est considérable et la presse ne s'y trompe pas, puisque ce chiffre de 3 millions de dollars revient très souvent et on qualifie le procès de procès à 3 millions de dollars, une somme absolument exceptionnelle pour l'époque. Alors vous le dites dans le livre, c'est une histoire presque inconnue pour un lectorat français, c'est une histoire relativement oubliée même aux États-Unis, avec des exceptions parce que vous montrez aussi qu'il y a une historiographie aux États-Unis souvent très politisée autour de ces questions et que le cas Mellon, il est un peu devenu emblématique, notamment pour toute une série soit d'historiens, d'essayistes, conservateurs qui disent souvenez-vous de cette époque où vraiment l'État fédéral nous persécutait, nous les hommes d'affaires, le procès indigne de Mellon en quelque sorte. Oui, tout à fait, c'est un point essentiel. Le procès en grande partie était oublié et les sources ont également été effacées. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver ces sources pour parler de ce procès et écrire ce livre.
Mais de manière très intéressante, il y a une partie de la population qui n'a pas oublié le procès. Ce sont les conservateurs aux États-Unis et qui vont y voir un rituel de dégradation absolument abominable, hein. La manière dont une certaine conception de la démocratie défendue par les forces progressistes, est capable, hein, de s'attaquer à des bienfaiteurs de la nation, à un homme comme Andrew Mellon qui a tant fait, hein, pour enrichir la nation, tant fait pour développer le pays, et les démocrates, hein, ingrats, sont capables de le dégrader publiquement, hein, et de l'obliger à 80 ans à venir témoigner sur sa déclaration privée, hein, sa déclaration d'impôt, et expliquer ce qu'il a fait au moment de la remplir. Alors on va revenir sur cet enjeu passionnant de finalement l'ambivalence de la figure du grand industriel, grand capitaliste, philanthrope, bienfaiteur pour les uns et criminel, voleur pour les autres en quelque sorte. Avant ça, je voulais vous demander le sens de ce projet dans votre parcours de recherche, puisque vos livres précédents ont plutôt porté sur après 1945, sur les experts et la réflexion sur la pauvreté après la Deuxième Guerre mondiale, sur Nixon, sur les conséquences de Katrina à la Nouvelle-Orléans. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous que de revenir à cette période du New Deal, ou d'aborder cette période du New Deal? Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait, le livre est un peu un dérivé d'un autre ouvrage que j'avais écrit pour les États-Unis, hein, aux presses universitaires d'Harvard, qui portait sur la résistance à l'impôt. Et j'avais très souvent observé dans les archives, hein, autour de ces résistances à l'impôt dans la longue durée, hein, du 19e au début du 21e siècle, j'avais très souvent observé des références à ce procès et à la manière dont il était vécu, hein, par les opposants à l'imposition fédérale comme le symbole, hein, des turpitudes de l'État fédéral et des turpitudes du fisc. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait s'y intéresser de plus près, aller voir ce qu'on pouvait trouver. Et j'ai été très déçu au départ, hein, puisque les archives sont extrêmement difficiles à trouver, pour une raison très simple, et c'est en lien un peu avec Nixon et avec des écrits ultérieurs. Dans les années 70, pour éviter que des présidents s'intéressent de trop près aux déclarations de ce que Nixon qualifiait d'ennemis politiques, et donc utiliser la fiscalité comme une arme, hein, pour faire taire des opposants politiques, et notamment des associations de gauche ou des militants de gauche, l'administration fédérale avait décidé de faire voter une loi qui est très intéressante d'un point de vue démocratique, puisqu'elle conduit à supprimer automatiquement les archives des déclarations d'impôts avec les noms des contribuables. Et donc ces archives sont systématiquement détruites dès que l'affaire est instruite. Alors c'est une belle idée d'un point de vue démocratique, en matière de protection des données et de la confidentialité des contribuables. Pour les historiens, c'est une catastrophe, puisque contrairement à la France, hein, il est impossible de trouver des archives à Washington, hein, portant le nom et les déclarations de contribuables en particulier, et donc une vraie catastrophe pour les historiens, et pour moi en l'occurrence, hein, puisque je craignais de ne pas avoir accès aux minutes du procès, et j'ai eu un coup de chance assez extraordinaire, puisque l'un des juges, hein, du procès va finalement donner ces archives aux archives nationales, et dans ces archives on trouve les minutes du procès, et sans ce geste, hein, qui était à mon avis un geste politique, hein, il voulait que les minutes soient conservées pour la postérité. Sans ce geste tardif, je n'aurais pas pu écrire le livre sur le procès d'Andrew Mellon. Oui, on retrouve un paradoxe bien connu qui est que les régimes les moins démocratiques sont une aubaine pour les historiens et les historiennes qui peuvent se saisir d'archives répressives, massives, avec énormément de détails. Ce procès, il n'a pas lieu devant une juridiction ordinaire, et c'est important parce que c'est aussi une période, la période du New Deal, où il y a une très grosse activité judiciaire, notamment parce que la Cour suprême essaye largement d'entraver les efforts réformateurs de l'administration Roosevelt, mais là, on n'est pas dans cet univers-là, tout à fait. On est devant une juridiction qui est administrative, qui est particulière et qui est liée à Andrew Mellon lui-même. Il devient un peu l'arroseur arrosé puisqu'il passe devant une juridiction qu'il a contribué à mettre en place. Tout à fait. C'est une juridiction administrative d'appel pour les contribuables mécontents de leur déclaration d'impôt. Et il faut bien comprendre deux choses. À l'époque, très peu d'Américains payent un impôt sur le revenu, moins de 5% de la population, et ce sont les Américains les plus fortunés, hein, qui payent alors l'impôt sur le revenu. Et Andrew Mellon, lorsqu'il arrive à Washington comme ministre, décide de créer une juridiction d'appel, hein, pour ces contribuables qui ne sont pas contents de la déclaration et qui peuvent donc se plaindre auprès du fisc états-unien et demander une correction, hein, de leur imposition. Et c'est lui qui crée cette structure, qui va la doter de magistrats, de 16 magistrats, qui vont entamer toute une série d'actions dans le pays, hein, pour populariser l'instance et faire en sorte que les riches contribuables puissent bénéficier de cette juridiction.
pendant longtemps, la juridiction est très favorable aux contribuables, puisque ceux-ci pouvaient simplement démontrer qu'ils avaient un doute sur le montant de l'imposition, et bien souvent, ce doute leur bénéficiait. C'est-à-dire que la règle, la jurisprudence de cette juridiction était la suivante: si il était démontré que le contribuable en pleine bonne foi avait mal rempli sa déclaration, donc on est dans le cas du doute sur le sens même de la déclaration, on décidait de corriger dans un sens favorable au contribuable la déclaration. Dans les années 30, dans un climat, vous l'avez dit, qui change d'un point de vue politique, mais aussi juridique, la jurisprudence évolue, et de plus en plus, on abandonne cette jurisprudence du doute pour s'intéresser à l'intention réelle des contribuables et la possibilité que derrière le doute, il y ait eu une intention de fraude. Et tout l'enjeu du procès va être de démontrer qu'il n'y a aucun doute autour de la déclaration d'Andrew Mellon et qu'il a bien voulu frauder alors qu'il était ministre des Finances, le fisc aux États-Unis. Alors ce changement, il faut peut-être poser encore davantage le décor pour comprendre pourquoi ça change dans les années 1930 par rapport à la période antérieure. Est-ce qu'on peut poser le décor de la situation des États-Unis au moment où s'ouvre le procès en 1934? On est 2 ans dans le premier mandat de Roosevelt, mais on est quand même encore dans une crise très profonde. Oui, la crise alors à l'époque est extrêmement profonde et elle résonne dans tout le pays avec son cortège de chômeurs, son cortège de gens qui doivent quitter le nord-est du pays pour se rendre vers l'ouest, de gens qui ont d'immenses difficultés à vivre au quotidien. Et en 1934, au moment où démarre véritablement la procédure, l'administration Roosevelt est inquiète d'un durcissement de son opposition à la fois sur la gauche et sur la droite. À gauche, il voit bien que de plus en plus d'hommes politiques sont mécontents des premiers mois de Roosevelt et ont l'impression que finalement Roosevelt n'a pas transformé le capitalisme, n'a pas transformé la société américaine, mais s'est contenté d'aménager un certain nombre de points et a beaucoup trop collaboré, selon eux, avec le capitalisme et les grands industriels. Et donc, il réclame un durcissement des mesures en faveur des plus démunis et la création d'un filet de sécurité sociale et économique dans le pays. À droite également, il y a un durcissement très fort de l'opposition à Roosevelt, avec une accusation qu'on entend de plus en plus à la radio, mais également dans la presse, qu'on peut lire dans la presse, comparant Roosevelt à un dictateur et à un individu qui met en péril le sens même de l'expérience démocratique aux États-Unis. Et Roosevelt se retrouve donc coincé sur sa droite et sur sa gauche. Et à l'approche de l'élection de 1936, il décide de mettre un coup de barre à gauche, en expliquant que désormais le temps de la collaboration avec le capitalisme est terminé et que les hommes d'affaires vont devoir rendre des comptes de ce qu'ils ont fait dans les années 20. Et le procès va lui servir à montrer que les temps ont changé et que désormais aucun homme d'affaires ne pourra continuer à mener sa barque comme il l'entend, mais qu'il fera compter avec l'État fédéral. Du coup, ça semble valider en partie ce qui était l'un des grands cris des défenseurs de Mellon pendant la procédure, qui était « c'est un procès politique ». En quelque sorte, vous dites « oui, en partie, c'était un procès politique parce qu'il y avait un sens politique ». Ça ne veut pas dire qu'il avait peut-être rien à se reprocher, ou en tout cas qu'il n'y avait pas des raisons de mener ce procès. Alors, c'est incontestablement un procès politique. Il y aurait eu un autre moyen beaucoup plus simple de résoudre le problème, et comme ça se fait très souvent dans tous les pays, et ça se fait de cette manière-là en France, on aurait pu résoudre le contentieux dans la discrétion des bureaux du ministère des Finances, comme ça se fait encore aujourd'hui à Bercy, où beaucoup de contentieux avec des millionnaires français sont résolus dans la grande discrétion de la haute fonction publique. Roosevelt aurait pu décider de trouver un terrain d'entente avec Andrew Mellon et ne pas rendre public la déclaration d'impôt et le procès. Il décide de mettre au jour cette déclaration d'impôt et de demander à Andrew Mellon de rendre des comptes. Et là où ça devient très intéressant, c'est que cette dimension politique, finalement, titille Andrew Mellon lui-même. Il aurait pu lui aussi ne pas venir au procès. Il aurait pu rester très discret et éviter la surmédiatisation du procès. Mais il a le sentiment que son honneur et l'honneur de la famille est bafoué, et qu'il doit donc, au nom à la fois de sa famille, mais aussi plus généralement de sa classe, la classe des hommes d'affaires et des industriels, il ne doit pas laisser passer une telle accusation publique, et donc il décide de
de se rendre à Pittsburgh au début du mois de février 1935 et de prendre la parole publiquement et d'expliquer qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Alors pour les New Dealers, il a des choses à se reprocher, et qui sont, et c'est là où les éléments sont suffisamment intéressants pour que j'ai pu en faire un livre, et j'ai beaucoup hésité avant d'écrire un livre en entier. Peut-être au départ, je pensais qu'un article pouvait suffire sur le procès, mais finalement, les faits sont très intéressants parce qu'ils nous permettent d'ouvrir plusieurs portes sur des domaines extrêmement larges. Pour le dire très rapidement, il y a 3 points qui sont reprochés à Andrew Mellon et qui donnent une dimension aussi politique à l'ensemble de la procédure. Le premier point, il porte sur la transformation du capitalisme lui-même et l'extraordinaire mouvement de concentration du capital dans les années 20. Et Mellon va être d'abord accusé d'avoir maquillé une vente d'une entreprise qu'il possédait en fusion pour payer le moins d'impôts possible. Et ce maquillage va donner lieu à tout un déballage sur le sens même de l'expérience capitaliste aux États-Unis et sur cette transformation du capitalisme dit du nouveau stade du capitalisme dans les années 20 et les années 30. Le deuxième point porte sur une histoire assez rocambolesque, une histoire de tableaux qui vont être rachetés en toute illégalité par Andrew Mellon à l'URSS en 1930 et 1931. Et je parle d'illégalité parce qu'à cette époque, les États-Unis ne reconnaissent pas l'URSS. Et donc Andrew Mellon agit en pleine illégalité, et c'est d'autant plus étonnant pour un ministre des Finances en exercice d'une administration qui ne reconnaît pas l'URSS. Le troisième point porte sur une transmission du capital familial à ses 2 enfants, et les New Dealers se rendent compte que la transmission a été faite de manière très habile en utilisant une pratique très ordinaire chez les hommes d'affaires qui consiste à vendre à perte à un instant T, et souvent avant la fin de l'année civile, pour pouvoir déclarer des pertes dans sa déclaration fiscale et ensuite racheter les actions au printemps qui suit ou dans les mois qui suivent pour simplement bénéficier d'une exonération d'impôts comme le rend possible la loi dans sa déclaration fiscale. Le problème, disent les New Dealers, c'est que ces actions qui ont été vendues à perte ont été rachetées par le trust qu'Andrew Mellon a créé pour ses enfants, et donc ils y voient un arrangement entre le père et ses enfants pour payer le moins d'impôts possible. Et cette discussion sur la transmission d'argent, sur la création d'un trust, va faire naître une discussion plus générale sur le sens même de la démocratie aux États-Unis, sur l'apparition tout à fait étonnante de dynasties dans un pays qui était défini comme l'inverse de la vieille Europe, avec son aristocratie et ses vieilles dynasties. On se rend compte des dynasties financières apparaissent, des dynasties d'argent apparaissent, et que donc c'est toute l'expérience démocratique qui est mise en péril aux États-Unis, où vous ne pouvez plus réussir en fonction de vos capacités, en fonction de votre éthique du travail, mais vous allez simplement réussir parce que vos parents vous auront transmis des sommes considérables. Alors ces différents points, ils sont évidemment très importants, mais ils partent aussi d'éléments très techniques au départ du procès. Et pour que ça devienne quelque chose de plus général et qu'on puisse le mettre en discours, il faut 2 choses à vouloir. Il faut d'abord le talent d'un avocat qui est une figure très très intéressante, qui est Robert Jackson. On va peut-être en dire un mot. Et puis il faut aussi des relais médiatiques qui s'emparent de cette histoire, des dessinateurs, des éditorialistes qui vont aussi transformer, simplifier, rendre accessible ces débats extraordinairement pointus sur certains points, à quel moment les actions étaient racheté, qui faisait partie du trust, etc. Il y a des zones grises et des débats très techniques, mais c'est rendu finalement accessible à la fois par cet avocat travaillant pour le gouvernement et par une presse qui s'empare de cette affaire. Oui, tout à fait. Ça va devenir un procès extraordinairement médiatique. C'était une grande surprise aussi au cours de mon travail en archives. Le procès dure plusieurs mois, donc ça laisse beaucoup de temps à la presse pour construire des temporalités du procès et construire des constructions médiatiques. Et vous l'avez parfaitement dit, un jeune avocat qui est alors complètement inconnu du grand public, qui s'appelle Robert Jackson,
que peut-être les gens qui nous écoutent connaissent, puisqu'il va représenter le gouvernement des États-Unis au procès de Nuremberg à la fin de sa carrière. Donc, je le connaissais essentiellement pour cela. Oui, avec des très belles plaidoiries. C'est des textes toujours très très frappants à lire. Tout à fait, très frappant. Et on voit comment le procès Mellon va être sa première grande étape dans une capacité à transcrire des choses qui sont techniques, qui sont assez arides, à arriver à les transmettre de manière très forte, et en captant, en saisissant toute l'ampleur démocratique. Et donc ce jeune avocat réussit l'exploit, parce que l'administration Roosevelt est un peu embêtée, craint de choisir un avocat trop connu et craint surtout de perdre le procès, donc hésite et choisit peut-être cet avocat moins connu en se disant qu'après tout on pourrait toujours après coup expliquer que finalement il manquait d'expérience et il n'était pas assez fort, assez oui, on parle même de country lawyer au départ. Exactement, on se moque un peu de lui en le comparant à un avocat qui vient de la campagne, un bouseux, pour le dire très franchement, que personne ne connaît, qui a pas du tout la réputation des grands avocats. Ouais, ceci dit, c'était le cas de Lincoln, donc c'était le cas de Lincoln aussi, et surtout face à lui, il a probablement l'un des meilleurs avocats du moment aux États-Unis, qui s'appelle Frank Hogan, qui est très connu pour défendre les hommes d'affaires et les plus riches, qui en fait même sa marque de fabrique. Il dit au moment du procès que le meilleur client pour lui est un client qui a peur, et il se félicite que le New Deal ait créé pour son cabinet toute une série de clients potentiels, puisque tous les hommes d'affaires ont très peur d'être poursuivis par les New Dealers, et donc il est très heureux finalement de cette croissance de l'État fédéral et de la judiciarisation de la fiscalité aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. On va avoir deux avocats qui vont plutôt bien s'entendre, paradoxalement. Ils sont très différents, mais ils vont transformer ces discussions extrêmement arides en discussion passionnante sur le sens même de la démocratie, sur le sens même du capitalisme, sur l'avenir du pays, sur les explications à donner à la crise économique de 1929. Et chaque jour, ils entretiennent de manière assez fascinante pour la presse qui en rend compte au quotidien ces moments du procès, en se livrant à des joutes verbales, en se moquant l'un de l'autre, en s'insultant parfois, en provoquant des interruptions de séance. Et ils en rajoutent aussi parfois pour les journalistes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a les audiences, et puis après l'audience, il y a le débriefing de l'audience que Jackson, Hogan font avec les journalistes pour leur bien préciser le sens de ce qui a été dit. Oui, tout à fait. L'un et l'autre sont parfaitement conscients que tous les aspects sont très techniques. On est vraiment devant une juridiction d'appel administrative, et donc on aborde des points d'une très très grande technicité, et ils ont à cœur l'un et l'autre d'expliquer aux journalistes en des termes simples les enjeux réels de la discussion pour le lendemain voir dans la presse des comptes rendus les plus élogieux possibles. Alors ce qui se déroule au fur et à mesure des jours, c'est que peu à peu Jackson l'emporte. Il réussit à gagner la presse et à transformer ces accusations en attaques plus générales contre le capitalisme et les hommes d'affaires. Et on voit peu à peu le camp adverse, le camp d'Andrew Mellon, perdre pied, allant jusqu'à demander la révocation d'un journaliste du New York Times, puisqu'ils ont l'impression que ces comptes rendus sont trop défavorables à l'accusé. Et Mellon joue de son carnet d'adresse, et va passer un coup de fil auprès du directeur du New York Times pour demander un changement de journaliste, et donc on voit la bataille médiatique remportée par les New Dealers, et finalement les New Dealers sont tellement contents qu'ils vont faire durer le procès, puisque c'est une formidable opération de relations publiques, que chaque jour on met au grand jour les malversations des grands banquiers, des grands capitaines d'industrie. Et donc c'est extrêmement intéressant pour l'administration Roosevelt et le président. À cela, j'ai voulu ajouter aussi les caricatures que j'ai trouvées extrêmement intéressantes, qu'on trouve dans la presse, et on a toute une série de dessins qui rendaient compte de manière très imagée, mais souvent très parlante pour le grand public, des enjeux du procès autour de questions, et je le répète à nouveau, extrêmement techniques. Et au final, tout ça crée une médiatisation tout à fait intéressante, et fait que ce procès est tout sauf un moment anodin de l'année 1935, mais sans doute un des moments phares de
de cette année clé pour comprendre l'évolution des États-Unis. Vous avez utilisé une expression qui est très parlante, mettre au grand jour, et on a l'impression en vous lisant que au début de la procédure, le millionnaire Mellon et ses conseillers étaient relativement confiants parce que finalement ils maîtrisent la loi fiscale, ils ont des conseillers et ils connaissent bien la technicité et les décisions prises dans le secret des conseils d'administration, dans le secret des délibérations avec les fiscalistes, etc. Ils sont sur un terrain qui leur est favorable. Mais là, on change d'arène, on change de terrain, non seulement au procès, mais avec la résonance médiatique. Et finalement, ce qui paraissait comme parfaitement légal et normal dans l'entre-soi, exposé au grand jour, devient problématique. Et ça, il n'avait peut-être pas perçu. Oui, ils avaient sans doute pas perçu cela, et ils n'avaient pas sans doute perçu aussi le changement de l'espace public que créent les années 30, que crée le New Deal. Hein. On voit très bien comment se reconfigure complètement la publicité des débats après l'arrivée au pouvoir de Franklin Roosevelt. Et il faut bien comprendre que Mellon et sa génération ont toujours réussi à parfaitement maîtriser l'espace de leurs relations publiques, à les contrôler, et ont fait du secret des transactions et de la discrétion de leurs activités deux vertus cardinales jusqu'aux années 30. Mellon déteste la publicité. La population le connaît très peu à l'époque, connaît bien sa voix, puisqu'on l'entend à la radio, connaît quelques photos qu'il a lui-même décidé de faire circuler, en contrôlant parfaitement son image, mais la population le connaît assez peu, et l'une des grandes attractions du procès, c'est simplement sa présence. Le premier jour du procès, la population de Pittsburgh est ravie de le voir en chair et en os, et on s'intéresse beaucoup à son allure, aux petites cigarettes qu'il fume, à ses moments de pause où il est très souvent pris en photo, caricaturé, parce que sa seule présence constitue un événement important pour la presse et les gens qui assistent au procès. Et là où les choses ne se passent pas du tout comme prévu pour lui, il pensait qu'il allait réussir à maîtriser cette communication pendant le procès, et donc il maintient un discours qui est le discours du passé, mettant en avant la bonne foi des industriels, leurs vertus, leur éthique, en recyclant un discours qui remonte aux années 20. Il ne faut pas oublier que les années 20 sont des années de construction d'un discours extrêmement élogieux sur le capitalisme. C'est la période à laquelle on compare Jésus-Christ à l'un des premiers marchands, un des premiers vendeurs qui aurait une idée, qu'il aurait réussi à vendre. Un bon pitch. Exactement. Et ils sont complètement, cette génération, Mellon comme les autres, sont complètement séduits par cette idée que finalement le capitalisme est extrêmement vertueux, extrêmement éthique. Et on voit que cet angle qui est choisi par son avocat et lui-même, finalement, ne fonctionne plus du tout pendant le procès. On a un épisode assez intéressant où Mellon bafouille, par exemple, quand on lui demande de préciser sa direction d'une entreprise, et il ne se souvient même plus qu'il a été pendant un moment très bref à la tête d'une entreprise charbonnière. Et bien évidemment, le lendemain dans les journaux, c'est un compte-rendu extrêmement négatif qui est fait, et qui montre que ces capitalistes ont joué avec les entreprises, ont joué avec les usines comme on joue au Monopoly, en les achetant, en les vendant, puis en les achetant à nouveau. Et donc la visibilité et la reconstruction de l'espace public sont extrêmement défavorables à Andrew Mellon. Même si on renoue d'une certaine manière avec une phase antérieure à la Première Guerre mondiale, qui était la grande époque des journalistes muckrackers, où un Rockefeller, par exemple, avait été accusé de pratiques scandaleuses. C'était toute l'époque des robber barons, des barons voleurs. Autrement dit, cette dénonciation du capitalisme aux États-Unis, elle est cyclique en quelque sorte. Et là, on sort d'un cycle où, après la Première Guerre mondiale, finalement, il y avait eu cette mise en valeur que vous avez décrite, mais on renoue en quelque sorte aussi avec les années peut-être 1890-1900, où il y avait eu déjà des dénonciations très très vives dans la presse par des auteurs de pratiques capitalistiques honteuses, déplorables. Oui, tout à fait. Mais les hommes d'affaires pensaient que ces temps-là étaient derrière eux et qu'ils avaient réussi à reconstruire un discours réconciliant complètement le capitalisme et la démocratie telle que eux la concevaient. Et c'est tout le travail qui a été fait dans les années 20. Il y a un très beau livre d'un sociologue qui s'appelle Gabriel Abend qui a travaillé sur la morale et le capitalisme dans les années 20, et il a montré comment les écoles de commerce, comment les hommes d'affaires, les entreprises créent des commandements éthiques
pour les hommes d'affaires, pour les cadres, etc. Et ils sont totalement imprégnés de ce discours-là et ils ont l'impression qu'ils ont réussi à tuer dans l'œuf ce mouvement de contestation du capitalisme et qu'il a disparu avec les grèves du début du siècle et que désormais cela renvoie à un passé qui a disparu du sol états-unien. Les années 30 ramènent ce discours anticapitaliste et ramènent cette critique profonde du capitalisme. Et le procès va être un moment où ce discours anticapitaliste se retrouve à l'intérieur même de l'État fédéral, puisque c'est un avocat de l'État qui va porter cette critique très forte du capitalisme et de ce que le capitalisme fait à la démocratie dans une arène judiciaire. Parmi les éléments qui avaient contribué à légitimer les capitalistes dans les années 20 antérieurement, mais c'est aussi dans les années 20 que ça s'est beaucoup construit, c'est la philanthropie, et c'est aussi la philanthropie dans son volet artistique. Et ça, c'est un point très intéressant du procès, parce qu'effectivement, ces tableaux acquis dans des conditions très douteuses auprès de l'URSS, qui elle-même brade les biens russes pour essayer de financer le grand tournant stalinien. Bon, voilà, il y a deux temporalités qui s'entrechoquent, mais du côté états-unien, c'est Mellon qui achète des tableaux dans des conditions semi-légales, pour ne pas dire plus. Mais sa justification va être je ne l'ai fait que pour le bien, évidemment, de la population, pour donner à la nation un grand musée, une grande fondation, etc. Et là, on se rend compte au cours du procès que c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué, parce que Mellon vous l'avez rappelé, va acquérir des tableaux extraordinaires. C'est des tableaux parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental, auprès du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui est à la recherche de liquidités pour financer l'industrialisation soviétique. Et il est approché par les soviétiques. Il y a même des soviétiques qui se rendent à New York pendant plusieurs semaines pour rencontrer des émissaires d'Andrew Mellon et négocier les conditions d'achat. Et Mellon est un bon client, même s'il demande à ce que jamais son nom ne soit prononcé, puisqu'à l'époque il est toujours ministre des Finances d'un pays qui ne reconnaît pas l'URSS. Mais c'est un excellent client parce qu'il possède à la fois le capital financier, il dispose des liquidités pour payer comptant les tableaux, mais également il dispose des réseaux diplomatiques, puisqu'il va aussi falloir acheminer ces tableaux qui partent de Saint-Pétersbourg, qui vont à Moscou, qui ensuite arrivent à Berlin, partent à Londres et de Londres vont aux États-Unis et se retrouvent dans une galerie de Washington qui s'appelle la Corcoran Gallery et au domicile d'Andrew Mellon. Et c'est sans doute l'erreur qu'il va commettre et qui va lui être reprochée pendant le procès, c'est que Mellon décide d'utiliser la loi sur la philanthropie qui permet aux acheteurs aux États-Unis de déduire une partie de cet achat au nom de la philanthropie, mais à une seule condition, il faut que les tableaux soient exposés au grand public et que le grand public puisse voir ces tableaux et ces objets philanthropiques. Or, Andrew Mellon, pour les raisons évoquées précédemment, et notamment le caractère illégal de l'ensemble de la procédure, décide d'être extrêmement discret sur l'achat de ces tableaux et ne veut pas les exposer. Et à chaque fois que la presse, en 1931, 1932, a eu écho de la transaction, puisque des éléments ont fuité, il nie en bloc en disant qu'à aucun moment il n'a acheté ces tableaux et que il n'en est absolument pas le propriétaire. Et donc pendant le procès, la question de la philanthropie va être exposée au grand jour. Et de manière plus intéressante aussi, je trouve, on va aussi débattre du marché de l'art et de l'usage par les hommes d'affaires du marché de l'art, et on voit bien que les correspondances actuelles sont évidentes. Et de façon tout à fait fascinante, ce procès très technique, très aride, se transforme en salle de classe, discutant de la valeur respective d'un tableau de Raphaël ou Velázquez, et de pourquoi est-ce qu'on paye $1 million pour acheter un tableau de Raphaël. Et on voit des galeristes, on voit des marchands d'art, des experts en art débattre de la beauté, de l'excellence de ces tableaux, avec des New Dealers qui sont des membres de la classe moyenne, très peu au fait du marché de l'art et de l'histoire de l'art, et qui regardent avec beaucoup d'amusement à la fois les sommes considérables qui sont en jeu et dans le même temps ces experts en art qui s'extasient devant ces tableaux. Et donc on a là toute une discussion extrêmement intéressante sur à la fois la place de la philanthropie, mais également la manière dont le marché de l'art est utilisé par les hommes d'affaires et le grand capital.
Il y a un élément qui est très intéressant dans les discours tenus au cours de ce procès, c'est que, on comprend bien, il y a deux camps très clivés sur la vision du capitalisme, mais chacun de ces deux camps, un petit peu comme la situation se reproduit à d'autres moments, on pourrait le dire par certains côtés aujourd'hui, chacun de ces deux camps peut aussi se référer aux pères fondateurs, qui sont cette sorte de boîte comme ça, inépuisable de référence. D'un côté, on peut dire les pères fondateurs n'ont jamais voulu qu'il y ait des dynasties capitalistiques qui finalement concentrent la richesse, ils imaginaient plutôt une république d'égaux dans la frugalité, etc. Et puis en face, on peut dire non, les pères fondateurs, ils ont aussi mis en place un monde dans lequel chacun peut s'enrichir par son travail tant qu'il respecte la loi. Donc on voit à quel point ces références-là peuvent être mobilisées de manière très plastique au cours de ce procès. Oui, c'est ce qui le rend tout à fait fascinant, hein, et pour beaucoup, c'est peut-être l'erreur que va commettre le camp Mellon, hein, qui va donner une dimension plus politique, plus historique, plus profonde, hein, au procès, alors que certains lui conseillent, hein, au contraire, de rester simplement sur les aspects techniques, hein, pour éviter d'aborder des points et des enjeux plus fondamentaux sur l'expérience même de la République aux États-Unis. Le Cumberland fait ce choix, et donc ça donne lieu à des échanges tout à fait fascinants, et la presse ne s'y trompe pas, hein, autour du sens même de l'expérience démocratique aux États-Unis, avec un point d'articulation qui est fondamental, c'est la manière dont l'expérience démocratique et l'expérience égalitaire états-unienne peut se réconcilier avec la richesse. Et comment est-ce qu'on peut arriver à conjuguer un républicanisme et richesse. D'un côté, on va avoir une réponse disant que les deux sont incompatibles, hein, et que l'enrichissement d'une partie de la population est dangereuse pour la République et l'expérience même de la République, hein, et Jackson connaît bien son histoire classique, hein, il sait que dans la Rome antique ou les républiques médiévales italiennes, l'enrichissement d'une partie de la population a créé des factions, et les factions signifient la mort, hein, de la République qui bascule vers autre chose, hein, et souvent vers des dictatures. À l'inverse, le camp Mellon estime qu'au contraire, les pères fondateurs ont créé une nation exceptionnelle, hein, où l'enrichissement par son travail, par l'éthique du travail est essentiel, hein, et fait partie des vertus et de l'identité états-unienne. Oui, parce que c'est plus la naissance comme en Europe qui détermine le destin social, mais c'est la capacité de l'individu à librement se construire. Tout à fait, hein, l'éthique du travail, hein, votre capacité à travailler, etc. À ce point-là, Jackson rétorque quand même que Mellon est un héritier et que ses enfants sont aussi des héritiers, et donc leur capacité à travailler est tout à fait discutable. C'est essentiellement le capital qui va nourrir cela. Il y a peut-être un point d'articulation qui est essentiel aussi pour comprendre ces références historiques, et le point d'articulation, c'est la Constitution. Et un des enjeux fondamentaux du procès, c'est quel sens donner à la Constitution des États-Unis et quel sens donner au droit pour interpréter la Constitution. Et là, on va avoir deux camps qui sont absolument irréconciliables, hein. D'un côté, on a un camp plus ancien et un camp qui a longtemps dominé la lecture de la Constitution et du droit, qui est le camp d'Andrew Mellon, qui pense que le droit doit essentiellement s'ancrer dans une jurisprudence théorique très formelle et avoir une approche de la Constitution qui soit la plus théorique et la plus formelle, qui s'appuie essentiellement sur la jurisprudence du droit aux États-Unis. De l'autre côté, Robert Jackson va défendre une interprétation qui, à l'époque, est révolutionnaire en matière de droit, hein. Ce n'est pas lui qui l'invente, mais il fait partie d'une école, hein, de juristes qui vont défendre une approche sociale du droit et une approche d'un droit qui est ancré dans le réel. Et donc, ce n'est pas la jurisprudence qui détermine le droit et les décisions de justice, mais c'est la société. Et ce sont des statistiques sociales, ce sont des éléments sociaux, hein, qui vont permettre aux juridictions de rendre des avis. Et pendant tout le procès, il va chercher sans cesse à ramener les éléments du procès, hein, vers des données sociales, des données statistiques, pour comprendre le capitalisme, comprendre le marché de l'art, comprendre l'héritage, pour pousser, hein, la juridiction administrative à rendre une décision sur la base de la société et de données sociales et économiques, hein, et pas simplement sur une jurisprudence formelle, hein, qui sinon aurait très largement profité au camp d'en face, au camp Mellon.
Pour terminer, on peut évoquer la fin de la procédure, mais en même temps, il y a quelque chose qui est un petit peu en demi-teinte, parce que Mellon meurt avant la décision finale l'exonère, mais dit quand même qu'il y a eu une erreur et qu'il doit quand même une certaine somme. Bon, donc on a l'impression de quelque chose qui est pas nettement tranché, mais en revanche, ce qui me paraît peut-être plus important, c'est l'ampleur que ça a donné aux débats fiscaux, parce que à la suite de ce procès, une loi est votée, le président Roosevelt est réélu, ça donne une impulsion, on pourrait dire, à une manière de repenser la fiscalité au-delà du cas Mellon, qui lui, bon, finit par être réglé peut-être avec moins d'ampleur que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Alors le cas Mellon, tout d'abord, est réglé de manière aussi très rocambolesque. Puisque pour n'importe quel spécialiste de droit administratif ou de droit fiscal, ce qui se passe au lendemain du procès est tout à fait impensable. Le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, décide de recevoir à la Maison-Blanche l'accusé pour discuter avec lui d'un terrain d'entente possible. C'est absolument impensable aujourd'hui et dans beaucoup d'États où le droit administratif est solidement ancré. Un président ne peut pas recevoir après coup, après la procédure. Et Robert Jackson, par exemple, est très mécontent du fait que le président finalement intervienne après coup dans la procédure et décide de résoudre ce litige avec Andrew Mellon en personne et peu avant sa mort, en trouvant un terrain d'entente qui va faire disparaître un des points de l'accusation, qui est la question des tableaux. Et je laisserai les lecteurs et les lectrices voir comment ce point va être résolu par Andrew Mellon et Franklin Roosevelt et bien évidemment ça limite le jugement final, puisqu'un des points de l'accusation est tombé, et donc les magistrats de la juridiction ont moins en tout cas de moyens d'agir, et le président a donné un sens assez fort à la décision de justice qu'il faut rendre. Mais en revanche, vous avez raison sur un point qui est tout à fait important, c'est que ce procès va nourrir une réflexion très importante sur l'impôt, sur la justesse de l'impôt, sur la manière dont les plus riches utilisent l'impôt, et sur la possibilité de réduire les niches fiscales et de veiller à surveiller de très près les déclarations des plus riches. Et c'est un point qui m'a beaucoup intéressé en écrivant le livre, puisque la littérature sur le sujet, lorsque des sociologues ou des économistes ou des historiens sont intéressés à la question de l'impôt et à la manière dont l'État travaille sur la question de l'évasion fiscale, la littérature est assez négative et met souvent l'accent sur des échecs et sur l'incapacité de l'État à réguler ou à faire face à ce qui se développe fortement aujourd'hui, l'évasion fiscale des plus riches. Et j'ai trouvé intéressant qu'on a là typiquement un exemple d'une procédure, d'un rituel de dégradation qui porte ses fruits, puisqu'il va nourrir de l'intérieur un débat à la fois juridique, la loi va évoluer, un débat politique. En 1935, 1936, 1937, les élus du Congrès vont beaucoup travailler sur le périmètre juridique, sur l'évasion fiscale des plus riches, vont d'ailleurs préciser les termes, puisqu'à l'époque, même le terme d'évasion fiscale est encore très flou, on ne sait pas exactement ce qu'il désigne. Donc il va y avoir un travail de reconstruction des catégories juridiques d'évasion fiscale. Et de manière plus importante, et c'est un point qui m'a beaucoup intéressé aussi, je crois que c'est le premier grand rituel pédagogique pour la population de préparation à la grande loi fiscale de la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1942, pendant la guerre, Roosevelt décidera d'imposer massivement l'ensemble de la population pour financer l'économie de guerre. Et je trouve que dans l'histoire de la fiscalité et l'histoire du consentement des Américains à l'impôt, je pense que ce procès joue un rôle essentiel, puisqu'il montre bien toute la légitimité que l'on doit accorder au collecteur de l'impôt, à l'agence en charge de collecter l'impôt, le Bureau of Internal Revenue, et à la légitimité de l'impôt dans une démocratie qui est fondée, il faut pas l'oublier, sur des taux de progressivité qui sont parmi les plus importants du monde à cette époque.
Thomas Piketty l'a très bien montré dans son livre sur le capital. Il montre bien que les États-Unis ont été très en avance et ont fixé dès l'origine des taux d'imposition marginaux qui sont parmi les plus élevés du monde et qui vont d'ailleurs inspirer aussi la France, puisqu'on le sait, mais l'ensemble de l'expérience Roosevelt va beaucoup inspirer les socialistes français. On a un certain nombre qui vont, au moment du procès, qui se rendent aux États-Unis pour voir ce qui se passe et qui reviendront extrêmement enthousiastes de l'expérience Roosevelt et qui plaideront pour que on ait une expérience de New Deal à la française qui donnera naissance au Front populaire et à la régulation du capitalisme par le gouvernement de Léon Blum. Et il y a quelque chose de fascinant aussi, c'est que c'est aussi un élément de continuité entre le Parti républicain des années 1920 et celui d'aujourd'hui. Il y a des ruptures fondamentales. Je pense qu'Andrew Mellon ne comprendrait pas une majorité Taylor Greene, par exemple, ou une partie du Freedom Caucus et des Trumpistes. Ce serait un autre monde absolument impensable pour cet homme très digne, très respectable, très modéré. Mais en revanche, il s'accorderait sur une chose, qui est que il faut diminuer les impôts et que le poids des impôts est néfaste à l'économie et que le ruissellement économique qui fait que moins taxer les riches sera bénéfique à toute la population, ce serait relativement partagé aussi bien en 1920 qu'en 2020. Oui, absolument. Il y a une continuité très forte, et ce n'est pas un hasard si dans les années 70-80, Mellon et les théories de Mellon sur la réduction massive d'impôts pour les autres et pour lui-même reviennent à la fois dans les travaux des économistes et dans les programmes politiques, et on assiste dans les années 80 à une répétition de ce qui s'est passé dans les années 20 avec une réduction massive des impôts et une très grande liberté laissée aux contribuables en lien avec un discours très négatif sur le gouvernement, l'État fédéral et la capacité de ce même gouvernement à prélever l'impôt. Il y a peut-être une chose qui a changé si on compare les deux périodes, c'est qu'aujourd'hui, au regard d'aujourd'hui, les techniques utilisées par Mellon pour ne pas payer d'impôts, payer le moins d'impôts possible, apparaissent extrêmement rudimentaires, puisqu'il va tout gérer en interne avec ses avocats. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait fait appel à des cabinets qui sont extrêmement habiles pour ce type de pratiques, et on sait qu'elles existent et qu'elles sont ces pratiques existent et que les cabinets sont extrêmement puissants et arrivent à faire ce que Mellon n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à éloigner complètement le contribuable des sommes qui sont déduites de sa déclaration d'impôt. L'erreur que commet Mellon probablement, parce qu'il n'a pas les capacités juridiques et d'extraterritorialisation qui existent aujourd'hui, c'est d'être beaucoup trop relié à sa déclaration d'impôt. Et finalement, ces trusts et tous les ventes fictives, l'achat des tableaux passent par sa propre déclaration, alors qu'aujourd'hui, on imagine assez facilement que tout cela est placé dans des trusts qui sont dans des paradis fiscaux ou des territoires ne dépendant pas des États-Unis, et donc il est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire le lien entre le contribuable lui-même et les actions de ce même contribuable. Donc difficile mais pas impossible, puisque en mois de décembre dernier, un jury de Manhattan a rendu un verdict de culpabilité de la compagnie Trump pour de l'évasion fiscale. Donc est-ce que vous y avez pensé en rédigeant ce livre à Trump, à Cahuzac, à un certain nombre de figures comme ça, très contemporaines, un ministre des Finances qui fraude, un président des États-Unis mis sur la sellette pour ses falsifications de déclarations? Alors bien sûr que j'y ai pensé systématiquement, puisqu'on voyait bien les résonances autour du marché de l'art, des ventes fictives, de la philanthropie, des ventes fictives aussi d'entreprises qui sont maquillées ensuite pour bénéficier de déclarations d'impôts, et plus généralement de ce qui est bien mis en avant par les économistes et les sociologues du capitalisme contemporain, c'est la capacité extraordinaire du capitalisme à socialiser ses pertes et à faire payer par le public les pertes du capitalisme quand ça l'arrange, et on voit très bien comment Andrew Mellon utilise aussi de la même manière cette capacité à socialiser les pertes et à gagner en quelque sorte sur les deux tableaux. Mais j'ai fait un choix et je remercie La Découverte, mon éditeur, qui m'a complètement suivi dans ce choix-là, qui était de ne tirer aucun fil et de rester complètement centré sur cette petite histoire, parce que ça reste une petite histoire, ça reste un petit procès avec plusieurs portes d'entrée, mais c'est une histoire qui est assez fermée sur elle-même, qui dure 8 années seulement,
mais j'ai décidé de pas tirer de fil, un petit peu à la fin, hein, mais très rapidement, et de laisser les lectrices et les lecteurs tirer eux-mêmes et elles-mêmes les fils de cette histoire-là, et bien évidemment les résonances sont évidentes. Hein. Oui, on pense à la famille Sackler aussi, qui s'est racheté une respectabilité tout en empoisonnant massivement les Américains, mais avec des dons gigantesques à des institutions artistiques. Enfin voilà, il y a énormément de films, mais que chacune peut tirer librement. Oui, tout à fait. Et la famille Sackler, c'est intéressant parce qu'elle renvoie assez bien à la famille Mullen par sa volonté de discrétion et sa volonté de ne pas structurer le conglomérat créé par la famille. La famille possède l'essentiel de l'entreprise, ce qui est très rare aujourd'hui pour une grande entreprise états-unienne où il y a des actionnaires, des investissements en bourse. Et l'Empire Mullen, de manière intéressante, n'avait jamais été structuré sous la forme d'une holding ou d'un conglomérat plus institutionnalisé, parce que Mellon ne voulait pas. Il voulait rester extrêmement discret, ne jamais apparaître publiquement, et avait toujours fait de la discrétion et de la petitesse en quelque sorte du montage institutionnel l'une des conditions clés de la réussite. Merci beaucoup. Est-ce que pour finir, je peux vous demander un conseil de lecture, soit sur les questions dont on a discuté, soit sur d'autres choses qui vous auraient intéressé récemment? Conseil de lecture sur un livre à paraître peut-être qui m'a beaucoup influencé, qui est un livre de Katharina Pistor, dont la traduction, c'est un livre qui a été écrit en anglais et qui va paraître bientôt aux éditions du Seuil, et j'en suis très heureux que la traduction française paraisse, puisque c'est un livre qui m'a beaucoup influencé. Pistor a une hypothèse extrêmement intéressante sur la création des inégalités et du capital, en insistant sur la place du droit. Et elle montre très bien qu'historiquement, la richesse et la valeur des biens dépend étroitement de dispositifs juridiques. Et elle brosse comme ça un très très grand portrait historique, même si elle est juriste elle-même, de l'évolution historique du capitalisme et du rôle de la loi pour faire ou pour défaire la richesse. Et c'est un point que j'ai essayé vraiment de mettre en avant dans le livre, c'est qu'on se rend compte d'une chose dans ce livre sur Andrew Mellon, c'est que sa richesse dépend pas du tout de son génie ou de son flair ou de son brio, mais elle dépend très étroitement de sa capacité à faire voter des lois et la capacité de ces mêmes lois à enrichir les plus riches ou à enrichir tel ou tel industriel ou tel banquier, et que cette dimension juridique est à mon avis essentielle pour comprendre la place du capitalisme et la croissance des inégalités dans la société contemporaine. Merci, je signale pour ceux et celles que ça intéresse qu'on avait reçu à ce micro Claire Lemercier et Pierre François pour un livre très très intéressant. C'était l'épisode 212, Écrire l'histoire du capitalisme, sur leur livre Sociologie historique du capitalisme, qui aborde toute une série de questions parallèles. Voilà, ça peut être un complément également. Merci beaucoup Romain. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.